Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on partage des histoires de vie. On parle de nous, de nos expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui défile au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va commenter, qu'on va débattre et que surtout, on va apprendre de vous. Merci la team. Merci à vous qui n'hésitez pas à jouer le jeu en commentant. Encourager toutes ces personnes qui ont partagé leur intimité. C'est important quand on partage son histoire, qu'on soit commenté, qu'on ait des avis différents des gens qui ont regardé la vidéo, qui ont écouté notre histoire personnelle. Donc, je vous encourage fortement à ne pas hésiter à laisser des messages au bas de vidéo pour qu'on ait encore plus d'histoires, pour que les gens soient réconfortés et comprennent que quand on partage son histoire, on a un retour. Sinon, la chaîne n'a plus de but. Donc, merci beaucoup à vous tous qui jouez ce jeu, qui n'hésitez pas à écrire, à encourager. On aime les longs tests, on aime les longs messages parce qu'on a le temps de comprendre la pensée et le conseil correctement. Merci à vous. Aujourd'hui, on a une histoire poignante, une histoire forte, une histoire de vie qui nous remet en question, une histoire qui m'a fait très mal que j'espère que je vais bien interpréter parce que j'ai vraiment eu un pincement au cœur. L'histoire de cette fille qui s'appelle Lynn. Je vais vous mettre Lynn en photo, comme ça vous pouvez la contempler. Lynn est cette fille très souriante que vous voyez. Là, elle n'est pas encore mariée. Sur la photo de droite, vous pouvez voir que c'est une fille qui a un joli sourire, innocente et tout ça. Lynn, en fait, c'est la fille d'un pasteur. Non seulement son papa est pasteur, mais son papa est bishop. C'est un homme de Dieu, un croyant, un pratiquant, un homme qui a de l'amour, un homme qui aime son prochain. Il a éduqué ses enfants. Lynn est la deuxième d'une famille de 4. Elle est la fille aînée, mais elle a un grand frère. Son papa, tellement qu'il avait un grand cœur, c'est quelqu'un qui recevait les cousins, les gens qui venaient à la maison et tout ça. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Donc, chez eux, il y avait pas mal de passages. Elle avait un cousin en particulier qui s'appelait Hugo. Hugo, là, quand il est arrivé chez eux, en fait, il a appris la chrétienté chez eux. Mais c'est un garçon qui avait un mauvais fond. C'était un garçon qui il faisait les choses seulement parce qu'il était enfant des pasteurs. Hugo, là, et Lynn ici ne s'entendaient pas. Hugo n'appréciait pas beaucoup Lynn parce que, comme elle était supposée être la grande fille, le modèle de la maison, la maman la responsabilisait beaucoup et lui, ça ne l'arrangeait pas parce qu'il ne voulait pas être sous le commandement de Lynn. Quand maman n'est pas là et que Lynn donne les instructions, lui, il refusait. Ça veut dire qu'ils ne s'appréciaient pas mutuellement. C'était les gens des cousins qu'il était plus âgé qu'elle. Si vraiment il avait la permission de la taper, il allait comme ça la taper. Donc, lui et Lynn, c'était comme chien et chat dans la maison d'un bishop. Le bishop a élevé ses enfants dans la foi chrétienne. Lynn, c'est une croyante qui a grandi dedans, qui ne connaît rien d'autre que Amen. Les enfants qui vont à l'église et qui respectent la parole parce que leur papa, c'est un vrai pasteur. Lynn grandit. Lynn rencontre l'amour à l'âge de 17 ans. Elle rencontre l'amour où? Sur la route. Lynn en a accosté dans la rue, pas à l'église. Lynn a eu le coup de foudre.
Elle est tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelle Marius, qu'on ne va pas mettre en photo, vous allez comprendre pourquoi. Marius a accosté Lynn, Lynn elle a craqué. Peut-être qu'à l'église, vous savez que quand vous êtes aussi enfant de pasteur, parfois les gens ont peur de vous aborder. C'est parfois des filles qui n'ont pas le choix d'hommes, parce que tout le monde pense que tout le monde les drague, que tout le monde leur fait des avances, alors que personne ne les aborde. Ce sont des filles parfois qui font des très mauvais choix parce qu'elles ne connaissent pas la vie, elles n'ont pas connu les hommes, elles n'ont pas eu le choix d'hommes. Parce qu'on a peur de votre papa. Donc, Lynn, on l'accoste dans la rue, hein, elle accepte. Elle dit à Marius qu'elle est la fille d'un bishop, un pasteur connu. Marius ne connaît pas son papa parce que Marius vit à 30 km de chez Lynn. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que ça se passe au Kenya. Ça se passe au Kenya, cette histoire. Donc, Marius vit à 30 km de chez Lynn. C'est là que sont ses parents. Mais dans la ville dans laquelle Lynn vit là-bas, Mombasa, il était venu chez son oncle. Hein? À la base, c'était pour étudier, mais il n'étudiait pas. Donc, lui, Marius, il a dit à Lynn qu'il est homme d'affaires. Il se débrouille. Il fait tout ce qui passe par ses mains. Tout ce qui tombe dans la main, il fait. Donc, Lynn, elle est convaincue. Elle n'a pas d'homme, elle n'a pas d'expérience. Marius lui plaît. Il commence à se fréquenter. Elle explique très bien à Marius qu'elle ne connaît pas les garçons. Et qu'elle est fille des pasteurs. Elle est aînée des filles chez eux. Elle ne peut même pas essayer demi-bisous. Marius est très d'accord. Il dit, ah maman, je respecte Dieu, je respecte ton père, je respecte ta foi, je te respecte, je suis d'accord. Marius accepte. Quand Lynn a 17 ans par là, Marius, on va dire, il a des 26 ans. Donc, il a presque 10 ans de plus que Lynn. Mais comme il travaille, il est jeune, il est beau, ça passe. Il dit, tu es ma petite coquette, grandis. Il n'y a pas de souci. Moi, le temps que je me cherche, je me retrouve, je vais t'épouser. Lynn a fréquenté Marius en cachette pendant 1 an, jusqu'à 18 ans. Les pasteurs, il faut que prier là-bas à la maison. Ils ne savent pas que Lynn aime déjà quelqu'un. Quand elle a 18 ans, son papa lui dit, tu vas aller faire des études supérieures. Elle est très d'accord parce que c'est le plan de sa vie elle-même. Lynn décide d'aller faire des études de droit. Elle va à l'université. Quand elle va à l'université, c'est quand elle vient présenter Marius. Quand elle les présente, ils ont déjà 1 an de relation. Les parents sont surpris. Ah bon, les filles, elles l'air secret. La maman l'appelle à côté. Lynn, c'est l'enfant des pasteurs. C'est comment? Maman, il n'y a rien. Il n'y a rien, je suis seulement comme tu m'avais éduqué, maman. Moi, c'est les jours du mariage, comme tu m'avais expliqué. Tu es sûre? Je suis très sûre, maman. Ok, je t'ai fait confiance. On a parlé avec papa. Tu sais que ton papa est croyant. Ton papa ne veut pas les choses, hein, de la rue, des coins de rue, on t'avait tapé dans les tunnels et tout ça. Non. Comme toi, tu as dit, tu le connais. Ça fait 1 an, tu lui fais confiance. On lui permet de venir te visiter à la maison. Vous vous asseyez sur les manguiers, vous vous asseyez sur la terrasse, nous tous, on vous voit. On va voir son sérieux, comment ça se passe, qu'on apprenne aussi à le connaître. Des parents sérieux et responsables. Ils ont accepté Marius, un non-croyant. Quand on lui pose question côté religion, il dit que non, Marius chez eux, ce sont des chrétiens. Maintenant, toi, tu es l'enfant des pasteurs. Marius ne viendra pas à l'église. Oh maman, moi, je ne suis pas prêt de venir avec lui à l'église, m'asseoir avec lui comme fiancé. Effectivement, aussi, tu ne peux pas t'asseoir avec lui comme fiancé. S'il vient, il doit s'asseoir du côté des frères. Personne ne doit savoir que lui, comme il vient là, il vient pour toi. Les gens peuvent savoir qu'on le connaît, mais que vous vous asseyez frères et sœurs comme ça, fiancés, ce n'est pas possible. Il n'a pas fait le toquet, il ne s'est pas présenté, on ne connaît pas sa famille. Ils habitent à 30 km. Lynn dit à Marius dit que lui, il n'est pas prêt de venir dans l'église de son papa. Il a son église où il vit chez son oncle. Lynn laisse tomber. Marius est régulier à la maison. Marius et le papa s'entendent comme ça avec papa Bishop. Ils s'entendent, ils rigolent et tout ça. En tout cas, le Bishop là, c'est un monsieur connu pour son grand cœur. Hein? Les gens savent que c'est un papa cool. Vous voyez, des pasteurs il est papa, mais les jeunes ont la facilité d'aller causer avec lui. Donc, il causait très bien avec Marius. C'est sa fille aînée. C'était le premier beau-fils. La plupart des temps, les parents ne savent pas comment se comporter avec le premier beau-fils. Ils ne savent pas s'il doit être méchant, s'il doit être cool, s'il doit être trop gentil. Parfois, il y a des papas qui deviennent même cons avec les beaux-fils. Tellement il veut être gentil, il devient même l'ami du beau-fils.
ça déborde encore. Parce que c'est la première expérience. Vous verrez que avec le deuxième enfant, vu que le beau-fils va leur faire des petits coups, il va maltraiter leur fille, il va faire des petits coups à leur fille, il saura comment se maîtriser et traiter le deuxième beau-fils. Donc, le pasteur, vraiment, il ne connaît pas le mal. Le pasteur a tellement un bon cœur qu'il aime Marius. Marius, là, il a fréquenté Lynn ici que vous voyez pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il venait chez Lynn. Lynn a fait toutes les études universitaires, fiancée à Marius. Quand elle termine, ça veut dire que les parents l'apprécient. C'est un garçon qui a de la patience. Lynn ne le connaît pas, pas de relations intimes. Vous comprenez bien qu'il ne viendra pas tous les jours. Il y a des moments, il part chez eux là-bas à 30 km, il peut faire 2 semaines, 3 semaines, après il revient, à un moment et tout ça, il habite chez son oncle, ils ne s'entendent pas, à un moment, son business ne marchait pas, ses affaires, il ne trouvait pas. Donc, Marius n'avait pas l'argent. N'avait pas l'argent. Donc, même à Lynn, là, parfois, il achetait des fantas, des petites choses comme ça. Mais que Lynn a porté un vêtement que c'est Marius qui a acheté, il n'y avait pas. Oh, Lynn a voyagé, ils sont partis même à Nairobi, il n'y avait pas des choses comme ça. Marius n'avait pas l'argent. C'est comme ça qu'ils évoluent pendant 7 ans. Lynn termine. Quand elle a les diplômes, c'est la fête. Le papa lui fait la fête, son enfant a terminé l'école. Donc, tout le monde est content et tout ça. Bon, on voit que maintenant, les choses sont devenues sérieuses. Lynn a grandi. Ça va se passer comment? Marius, on commence à les regarder. Lynn trouve le travail. Lynn commence à travailler. Elle n'a pas prêté serment. Elle est juriste. Elle part travailler dans des... Elle commence à se débrouiller, travailler dans des sociétés et tout ça comme conseiller juridique. Elle cherche le boulot. Vous voyez qu'elle est jeune. Quand tu es jeune, la plupart du temps dans les pays d'Afrique, on ne te donne pas de grandes responsabilités. On essaie de te faire commencer au bas de l'échelle. Donc, Lynn trouve un travail qui n'est pas bien rémunéré, malgré qu'elle a le diplôme universitaire. Quand elle trouve le travail, elle est très contente. Marius lui dit qu'il va gérer son argent parce qu'elle est jeune. Ah, c'est son fiancé. Il la domine depuis qu'elle a 17 ans. Lynn accepte. Elle ne dit pas à ses parents que son salaire passe dans les mains de Marius. Marius, il commence un peu à investir et tout et tout. Les parents maintenant lui demandent, ce garçon, ça fait 7 ans qu'il vient à la maison. C'est quoi le projet? Parce que maintenant, tu as commencé le travail. On ne sait pas si tu vas quitter, aller t'installer, si tu vas faire comment. Lui, il dit quoi? Lynn va lui poser la question. Ah, c'est comme ça. Bon, moi, vraiment, toi-même, tu me connais, je n'ai pas l'argent. Tu sais, les choses comme les dots là, parce que dans la tribu de Lynn, pour les épouser, il faut des vaches. C'est un peu comme les gens des tribus des Swahiliphones chez nous là. Il faut des vaches, des choses comme ça. Ce sont des filles qui coûtent cher. Hein? En tout cas, la dot là, ça pèse. Il faut bien manger, te rassasier, avoir les poches bien pleines pour aller épouser ces femmes-là. Donc, dans la coutume de Lynn, il faut des vaches. Maintenant, lui n'a pas l'argent pour les vaches. Il explique bien à Lynn que toi, tu sais que je vivote. Je gagne les 10 euros, les 20 euros. Comment je viendrai t'épouser? Non, mais papa a dit que, ok, je viendrai t'épouser. Comme il cause bien avec le papa, il vient demander au papa, il dit, papa, moi, la liste est là, prenons que toute la dot va faire 5 000 euros. Il dit, papa, tu connais ma situation. Tu sais que je ne gagne pas beaucoup. Est-ce que dans les 5 000 là, papa, je peux venir même avec 1 500? Même pas la moitié. Papa, je vais trouver ça. Mais toi, tu n'as pas la famille. Tu as la famille là-bas chez vous à 30 km. Ils connaissent quand même Lynn. Ils savent que tu as une fiancée ici à Mombasa et tout ça. Oui, papa, ils savent. Mais maman, les problèmes, notre papa est déjà mort. Moi, mon oncle et tout ça, il a expliqué une longue histoire. Papa, c'est les mariages. Comme on dit, la belle famille, c'est la poubelle. À chaque fois que tu as un peu, tu viens donner. À chaque fois que tu as, tu viens rajouter. À chaque fois. Donc, dans la belle famille, on vient toujours donner, donner, arroser, arroser, arroser jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas aider les petits frères, tu vas aider les cousins, tu vas enterrer les beaux-frères, tu vas enterrer tout le monde. C'est la belle famille. Donc, papa, ne me regarde pas aujourd'hui que je n'ai rien. Regarde-moi demain. Regarde-moi dans 10 ans. Je suis un garçon courageux. Ne t'inquiète pas. Lynn ici que tu vois, que j'ai suivi 7 ans sans abuser d'elle, c'est parce que je tiens à elle. Mais papa, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui comprend les gens. Il a dit, je te comprends. On va faire les mariages. Il faut faire la présentation. Ok, comme moi j'habite avec mon oncle qui est à Mombasa ici, on viendra avec lui officiellement chez vous faire le toqué. Ok, le toqué, bon, s'ils n'ont pas l'argent des transports pour que la maman quitte à 30 km, l'oncle qui vient me représenter alors, c'est juste prendre la liste. Il est venu avec son oncle et aussi ils les ont reçus, ils étaient 4 ou 5 personnes, le papa a appelé les tontons et tout ça. Ils sont venus, ils ont remis la liste des dots.
Le papa était conscient que ça sera 1500. La maman de Lynn était fâchée. Elle a dit quand même, chérie, toi aussi. Lynn, c'est ma première fille. C'est comme si on l'a donné un cadeau. Toi aussi, tu es trop bon. Hein? Ça, c'est quel genre de gentillesse? Les garçons ici n'ont pas l'argent qu'ils laissent ma fille. Donc, le papa et la maman ne se sont pas convenus de ce côté-là. Quand la maman a appris que c'était 1500 sur 5000, ça ne suffit même pas une demi-vache. Non, ça, c'est quoi ça? Le papa a dit, c'est comme ça. On ne vend pas notre fille. Notre fille passe au mariage. Il y a des gens qui commencent comme ça, qui débutent comme ça. Demain, tu vas voir, ils réussissent la vie. Donnons-leur une chance. Ce sont des jeunes. Quand le papa a déjà décidé, toi, la maman, même si tu montes, tu descends, tu boudes, le papa a décidé, il a décidé, c'est le chef de la famille. Ils sont partis. Ils ont fixé la date. Le jour du mariage, comme vous savez en Afrique, les lignes de leur famille, ils ont préparé la maman et tout ça, les tantes sont venues et tout ça, apprêtées au l'uniforme, on va faire comme ça, la fille du bishop, les sœurs de l'église sont venues assister maman pasteur, nettoyer la maison, arranger la cour. On attend la dot. Les gens de la dot sont venus là. Lui-même, Marius, son oncle de Mombasa là, et sa femme, et la maman, ils sont venus à 4. Toute la famille de Marius là qui a 30 km, il n'y a eu que 4 personnes qui sont venues. Personne du côté de son papa. Du côté de la maman, donc ils sont venus comme des gens qui se baladaient dans la rue. 4 personnes. La fille du bishop. Tout le monde était étonné. Et elle-même étonnée. Et ses parents étonnés. Ils ont préparé peut-être pour 30 personnes qui vont recevoir de la belle famille. Ils sont venus à 4. Le papa a appelé Marius à côté. Où est ta famille? Oh, ma famille, c'est ma maman qui m'a accouché. C'est elle qui est la plus importante. Papa, depuis quand on donne c'est la femme qui vient doter. Toi, ton papa, même s'il est mort, il n'a même pas un petit frère, même pas un cousin, même un grand-père. Chez vous, il n'y a personne. Donc, moi, c'est comme si je marie ma fille vraiment à toi et à ta maman, quoi. Oh, mais mon oncle, c'était un garçon. Mais ton oncle, c'est le côté de la maman. Ça dérangeait les papas, mais les gens étaient déjà là. Papa pasteur. Vous savez que les pasteurs sont habitués à gérer des situations difficiles. Il a pris sur lui, courage, il a fait asseoir les gens. Parler. Donner la dot. Le pasteur a bien parlé, expliqué qu'ils sont jeunes, on ne monnaie pas un enfant, on ne vend pas, lui il n'est pas dans la tradition, lui il est chrétien, lui comme ci, lui comme ça. Il a prêché l'amour. On demande la dot comme ça qu'ils ont amené. Valeur de 800. Ce n'est même pas les 1500 là. La maman elle a enlevé les pagnes. Elle a dit, le papa ici là a vendu ma fille gratos. Ma fille est née devant toutes ses petites sœurs. C'est quoi ça? Ils ont amené 800, donc l'équivalent de 800. Les choses qu'ils ont amenées là-bas, ils n'ont pas pu acheter la vache. Donc, ils n'avaient pas l'argent. Ils sont déjà là, vous allez faire quoi? Le pasteur fait seulement semblant. Ah, merci, vous savez comment on fait la dot là-bas, merci. Je vous bénis, et tout ça. Le pasteur a pris le courage, parce que c'est lui qui avait déjà accepté. La honte. Vous savez que les gens aiment critiquer des choses comme ça, même si tu es maman pasteur. On va te critiquer. La fille du bishop, on l'a épousé à 800 €. Son papa bénit les mariages tous les jours là-bas. Son papa est conseiller du village, conseiller du quartier. Les gens se sont ouverts les yeux, les maris ici même. Lynn. Ok, on a doté Lynn. Ils sont restés. Maintenant, quand ils avaient prévu la dot, ils avaient prévu qu'ils allaient faire le mariage religieux. Hein, le mariage civil et religieux, parce que, voilà, on ne fait pas une dot et puis on attend 2 ans pour faire notre mariage. Le papa avait exigé ça. Donc, après la dot, Marius vient voir le papa que non, papa, tu vois les 1500 là, en fait, comme on a la fête des mariages. Il dit, Marius, la fête des mariages, c'est à l'église. Ce n'est pas comme si je t'ai dit que va louer la salle. C'est là où on va vous bénir. Là. Les soirs, c'est là qu'on va faire la fête des mariages. Donc, tu as moins de dépenses. Nous tous là, les gens de la fête, on boit les Fanta, on boit le Coca. Tu n'as pas besoin de whisky, de bière et tout ça qui coûte cher. À la fête, là, tu veux que les gens mangent quoi? On devait manger la vache que tu as ramenée. Maintenant, tu n'as pas acheté la vache. Il n'y a même pas l'équivalent de l'argent de la vache. Tu te plains trop. Tu demandes trop de faveurs. Oh, papa, pardon. L'argent, là, c'était pour les mariages. Ok. Le papa a accepté. Le mariage, maintenant, c'est quand? Oh, papa, qu'on fasse ça même le mois prochain. D'accord. Marius, il part voir Lynn. Lynn travaille, non? Il dit à Lynn, oh, Lynn, tu vois comment on est là? Moi, j'ai des problèmes dans mon business. Avec l'oncle, même toi, tu sais que ça ne marche pas depuis longtemps. Maintenant, Lynn, la vérité est que je ne peux pas t'épouser, te prendre, te ramener chez l'oncle. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on trouve notre maison. Moi, ce que je te propose,
Il faut qu'on trouve un endroit où on va payer. Même si c'est une maison équipée, même si c'est Airbnb, même si c'est quoi, Lynn. Je ne peux pas quand même te poser ta main chez l'oncle. Moi, je n'ai pas l'argent. Il faut que toi, tu trouves l'argent. Toi, dans ton salaire, là, c'est comment? Si là, oh, moi, je n'ai pas aussi. Toi, tu n'as pas. Tu as fait quoi? Oh, on avait préparé, on avait préparé pour la dot. Mais toi, tu fais préparer tout l'argent. Mais tes parents n'ont pas mis. Oh, mes parents avaient mis tout ça. Donc, mon salaire de la fin du mois ne peut pas suffire le loyer. Il dit, il faut dire à ton papa qu'on va se marier dans 2 mois. On ne peut pas se marier à la fin du mois parce que moi, je n'ai pas l'argent. Il faut que tu trouves l'argent. On prend un loyer, on paye. Comme ça, quand on se marie, on part quand même chez nous. Ne t'inquiète pas, moi, je suis courageux. Quand j'aurai l'argent, je vais te rembourser tous les sous là. Lynn est dépassée. Lynn, elle est quand même l'aînée. Lynn, on a critiqué déjà qu'on a épousé à 800. Maintenant, je viens encore dire au papa qu'on ne va pas se marier à la fin du mois parce qu'on n'a pas la maison. Lynn, ça l'a dépassé, elle est partie emprunter l'argent. Elle a dit, je ne peux pas changer la date chez papa, ce n'est pas possible. Papa a déjà invité les gens, il y a des pasteurs là-dessus, c'est lui là qui viendra, c'est lui qui va nous bénir, ils sont déjà prêts qui viendront. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas changer la date. Donc, Lynn emprunte l'argent, elle cherche la maison, lui aussi cherche, mais c'est elle qui trouve. Quand elle trouve l'argent, elle part avec lui, ils partent et deux, non, ils sont fiancés. Ils partent, ils voient un monsieur là, c'est le propriétaire. C'est un immeuble. L'immeuble là, on va dire, il y a peut-être 9 appartements par là. Donc, on leur dit l'appartement le moins cher là, les studios. Oh, peut-être les studios ici, c'est 40 $ avec la garantie des 3 mois et tout, et tout, et tout. Ils prennent comme 400 $, hein, ils donnent au monsieur. Bon, les studios, pour le moment, il est occupé, comme vous avez vu. La personne va libérer à la fin du mois. Ils ont vu aussi la personne. Bon, ils n'ont pas vu la personne. Ils ont vu les affaires de la personne dans la maison. Quand ils ont vu la personne et tout ça, le propriétaire là leur a présenté un monsieur qu'on appelle le responsable de l'immeuble. Ils ont vu ce monsieur-là, ils lui ont dit bonjour, il leur a présenté, non, c'est les prochains locataires qui viendront habiter ici, patati patata, à partir déjà du 2, du 3, comme l'appartement sera vide, hein, ne sois pas surpris si tu les vois aménager dans cet appartement. Enchanté, enchanté, ils sont partis. Ils sont partis, ils ont organisé le mariage, c'est ça la photo que je vous mets ici. Vous voyez Lynn. Donc, il y a une photo de Lynn qui est avant son mariage et une photo de Lynn qui est le jour de son mariage. Vous voyez qu'elle est très souriante. Le jour de son mariage, on l'a mariée. Lynn s'est mariée à l'église, elle est assise dans la pelouse. Elle est en train de faire des photos, elle est contente quand même. C'est son jour. Elle était toute belle, bien maquillée et tout. Donc, la fête se passe. Quand la fête se passe là-bas, maintenant à la fête, lui, il est hyper stressé. Elle dit à la fête, il ne souriait pas. Il ne souriait même pas. Donc, c'était comme sourire forcé. Elle, c'est une fille. Les filles sont seulement enchantées, bisous, merci pour les cadeaux et tout ça. Ils ont récupéré des cadeaux. Comme ils n'avaient pas l'argent, les papas avaient compris qu'ils n'avaient pas l'argent. C'est le pasteur qui a quitté Nairobi, qui était venu pour les bénir, qui leur a payé l'hôtel pour la nuit des noces. Et puis le parrain, qui est aussi un bishop, un autre pasteur de Mombasa, qui lui leur a payé la lune de miel d'une semaine, qui bouge un peu, qu'ils aillent un peu dans une autre ville là, en dehors de Mombasa, qu'ils aillent passer une semaine, après ils reviennent. Maintenant, lui, tout ça, de son côté, les jours du mariage, lui, il avait invité peut-être 8 personnes. Vous voyez un peu les gens du mariage là que famille de l'homme, plus les amis de l'homme, ils sont seulement 8. Tous les restes, c'est l'église de Lynn. Ah, bon, c'est comme ça que lui l'a organisé. Le papa pasteur bishop n'a pas mal pris ça parce qu'il savait que ces garçons-là n'avaient pas l'argent. Il s'est dit qu'il se gêne d'appeler beaucoup de monde pour leur montrer que, regardez, ma fête, elle est nulle. C'est dans ce sens-là qu'ils ont pris ça. Beaucoup de prières, beaucoup de alléluia, ils ont dansé, ils ont mangé, ils ont bu le jus, les cacahuètes, hein, ils se sont séparés. Lynn, elle dit, quand ils sont partis la première nuit, vous voyez, le mariage, ça termine tard. Vous ne pouvez pas aller la nuit de noces à minuit. Donc, il faut dormir là-bas. Quand ils partent à l'hôtel, là, qu'on leur a payé par le tonton qui venait de Nairobi, il arrive, il lui dit à l'hôtel, Lynn, tu vois, comme nous sommes là, nous sommes messieurs, madame, maintenant, il faut qu'on commence la vie avec un plan. Il dit, ah, papa, le plan, c'est moi aujourd'hui, le jour de la fête. Hein? Tu vois, comme on est là, Lynn, il ne faut pas qu'on fasse beaucoup d'enfants. Il ne faut pas qu'on ait d'abord même un enfant parce qu'il faut qu'on cherche de l'argent. Regarde comment on s'est marié dans la honte. Il faut qu'on soit un. Moi, je suis un homme. Ça m'a énervé, tu vois.
Même quand tu me disais là que souris un peu, je n'avais pas la force de sourire parce que quand j'imaginais mon mariage dans ma vie, je n'imaginais pas que ça pouvait être comme ça. C'est une honte, c'est comme une blessure pour moi, c'est comme si je me suis mariée rapidement. Mais c'est moi de tout dire qu'on a déjà fait 7 ans. Elle essaie de lui dire, pendant les 7 ans-là, tu ne t'es pas organisé. Tu savais que tu avais une fiancée. Un homme intelligent commence à jeter même 50. Si tu jetais comme ça $50 pendant 7 ans, tu sais combien d'argent tu allais avoir aujourd'hui? On allait bien se marier, mais ce n'est pas grave. Profitons de nous. Oh non, tu vois comment on s'est marié là. Est-ce qu'on avait même calculé tes dates? Calculer mes dates encore comment? Non, on n'avait pas calculé tes dates. On s'est marié comme ça avec les pressions. Tu sais que dans la médecine, on dit que quand une femme est stressée, tu vois tous les stress qu'on a eu pour les mariages ici, c'est quand ça fait que soit la femme, elle ne conçoit pas, soit elle conçoit directement. Maintenant, imagine Lynn, comme tu l'as dit, tu conçois aujourd'hui. On va faire comment? Toi, tu es l'enfant des pasteurs, je te connais. Tu vas me dire que tu ne vas pas avorter. Moi, je préfère qu'on dort. Et maintenant, l'homme qui doit te désirer te dit que lui, il préfère qu'on dorme. Dorme. Elle est déjà habituée. Ils ont dormi. Ils sont partis en ligne de miel. Quand ils arrivent en ligne de miel, ils font 2 jours. Il lui dit que non, elle doit décompresser. Moi, je suis stressée par rapport à quoi? Maintenant, c'est toi qui commences à me stresser. Il dit non, tu avais eu des gros stress pour les mariages. Donne-moi d'abord tes premières dates. Il calcule, il dit non. Cette période ici des lignes de miel là, ligne ici, je te dis c'est grossesse directe. Elle lui dit, mais si c'est grossesse directe, on se préserve alors. Il dit, ok, d'accord. Elle, la première fois qu'elle a fait dans la vie avec son mari, c'était avec préservatif. Mais c'était pendant la ligne de miel. Ça s'est passé comme ça. Ils ont fait quand même la ligne de miel un peu gentil là-bas. Ils ont profité comme ils s'entendaient. Ils sont rentrés à Mombasa. Quand ils arrivent à Mombasa, ça veut dire que Lynn, elle n'a pas encore fait ses valises. Elle doit rentrer chez eux, prendre ses valises. Lui aussi prend ses affaires chez son oncle pour aller maintenant aménager, appeler maintenant les parents, venir montrer que nous, on va habiter ici. Lynn rentre chez eux, non? Pour prendre ses affaires. Quand elle arrive, maman lui dit, ma chérie, tu es pressée comme ça. Attends, tes petites soeurs vont t'aider pour amener les affaires. Elle a dit, ok, maman. On part d'abord récupérer les clés. Je vais nettoyer. Peut-être on va donner un petit coup de peinture. Tu vois, c'est quand même notre maison. Contrôler les lieux et tout et tout. Donc, Lynn a laissé ses affaires, des bagages chez eux. Elle part chercher Marius. Ils partent, ils arrivent là-bas. Ils trouvent les quêtes, les messieurs là qui gardent les clés, les messieurs de l'immeuble. Ah, bonjour, nous sommes venus. On a essayé de joindre le bailleur, mais on ne l'a pas au téléphone. Donc, comme on sait que c'est toi le responsable, il t'avait déjà prévenu qu'on venait, on est venu pour prendre les clés pour nettoyer. Il dit, oh, mais moi, je ne vous comprends pas. Le bailleur m'a dit que vous ne lui avez pas donné l'argent. Il dit, comment ça, on ne lui a pas donné l'argent? Non, le bailleur m'a dit que vous ne prenez plus l'appartement, que ces jours-là, vous avez juste visité, mais que finalement, vous n'avez pas validé, vous n'avez pas payé. Donc, lui, il ne m'a pas laissé les clés. Dans la maison, le locataire n'est pas sorti. Mais comment ça, le locataire n'est pas sorti? Le locataire n'est pas sorti parce que vous, comme vous n'avez pas payé, du coup, il a pris des logés. Le monsieur, là, apparemment, il a des impayés des loyers et tout. Bref, on va couper court. Le monsieur bailleur a bouffé leur argent. Déjà qu'ils n'en avaient pas. On leur a bouffé l'argent, ils étaient aideux. Elle dit, quand ils étaient arrivés, vous voyez, vous êtes un jeune couple. Quand ils étaient arrivés, ils étaient tenus à la main. Quand ils sont arrivés parler au monsieur, là, elle avait déjà tenu Marius à la main. Quand Marius, on entend de leur expliquer qu'on leur a bouffé l'argent, Marius fait la main comme ça. Il a enlevé sa main de la main d'Éline. Maintenant, la façon qu'il a fait, même le quêteur a été étonné. Bon, le quêteur se dit, c'est un homme, peut-être il veut me boxer, il est fâché. Il dit, oh, monsieur, mais comment ça, il a pris l'argent et tout ça? Il dit, mais moi, je ne sais pas, appelez-le, c'est lui votre bailleur. Moi, je fais que garder les clés, je contrôle l'immeuble. Moi, je ne suis pas votre bailleur. Est-ce que vous m'avez donné $400? Oh non, et tout ça, appelez-le et tout ça. Marius, très fâché. Il dit à Lynn, c'est toi qui avais trouvé la maison ici. C'est toujours comme ça. On avait dit qu'on cherche. Tu étais rapide, pressé à trouver. Il s'est fâché. Maintenant, on va faire comment? Et tout ça. Moi, je ne peux pas dormir chez mon oncle aujourd'hui. Hein. Il faut que tu trouves une solution. Et il faut que je trouve une solution comment? Mais non, on va faire comment? Et tout. Ils se sont retrouvés 2 cons. Il demande au monsieur, donne-nous son adresse. Il dit, mais non, moi, je ne peux pas vous donner son adresse parce que je ne connais pas votre conflit. Moi, je travaille ici. Je le connais. Il faut commencer à faire les tours ici. Vous venez le chercher. Mais je ne peux pas vous donner son adresse. Ça ne se passe pas comme ça parce que je ne sais pas qui dit la vérité, qui ment. Vous connaissez l'Afrique. Ils sont partis. C'est devenu maintenant le business de Marius d'aller pointer là-bas pour récupérer les $400. Maintenant, en attendant, ils vont dormir où? Lynn dépassée. Elle ne peut pas aller dire à sa maman qu'il n'y a pas la maison. Elle est rentrée chez eux. Quand même, tu es mariée.
Tu es parti en ligne de miel et puis tu vas rentrer dormir chez vous. Ce n'est pas possible. Lui, Marius, s'est dit, il ne peut pas rester chez son oncle. Lynn a appelé sa copine Déborah. Elle appelle Déborah, elle pleure au téléphone. Déborah dit, Lynn, c'est quoi? Toi, tu es en ligne de miel. Non, c'est déjà fini. Déborah, j'ai des problèmes. Lynn, quel problème? Toi, déjà, tu as ma dette. Tu m'avais emprunté déjà l'argent, Lynn. Maintenant, tu veux encore... C'est quoi? Oh non, Déborah, il faut que tu m'aides. Regarde la maison comme ça, comme ça, comme ça. On va dormir où? Ah! Déborah était dépassée. Déborah, là, c'est la copine de Lynn qui travaille aussi, mais qui habite seule. Vous voyez, elle vient de finir l'université, elles ont des boulots. Elle, Déborah, elle avait pris l'appartement. Chambre et salon. Lynn a porté Marius. Ils sont allés habiter chez Déborah. Avec son mari, son nouveau mari. Ils sont allés habiter chez Déborah. Les parents n'ont pas compris. Ils vont dire, ça c'est quoi encore comme histoire? Donc, vous n'avez pas de maison. Oh, on n'a pas de maison et tout ça. Ils ont calé comme ça. C'est Lynn qui travaillait. Lui, il est homme d'affaires. Donc, Lynn, maintenant, elle habite chez Déborah. Elle est hyper motivée d'aller au travail pour gagner de l'argent. Comme ça, elle peut prendre un autre loyer. Lui, Marius, commence à suivre le papa des logements. Un jour, il chope le papa là. Le papa là, on l'a serré. Il a libéré un 150. Il a donné à Marius. Quand il donne à Marius, il vient quand même dire à Lynn, mais il dit à Lynn que lui, comme il n'a pas d'argent, il doit utiliser les 150 là, essayer de les multiplier, les fructifier. Donc, il va acheter des trucs à revendre. Marius est parti acheter les pièces d'échange des voitures. Oh, il va revendre. Ils sont restés chez Déborah 3 mois. Le temps que Lynn rembourse d'abord les dettes des gens qu'elle avait, et puis qu'elle rassemble l'argent pour un autre loyer. Quand il retrouve un autre loyer, les papas, tout le monde est indigné. Les parrains Bishop là ne comprennent pas, mais ça c'est quel genre de mariage? La fille du pasteur, on l'a critiqué toute l'église. Maintenant, Lynn, comme on l'a critiqué là, elle a fui l'église de son papa. En plus, Marius, ce n'est pas un frère de l'église. Donc, elle ne venait plus à l'église, elle mentait qu'elle partait avec Marius dans son église pendant que lui n'en avait pas. Donc, Lynn a fui l'église, la honte, dépression, soucis. Ok, ils continuent la vie, ils prennent les logements, ils partent s'asseoir. Quand ils s'installent, ils n'ont que la natte. Vous connaissez la natte? Ils dorment par terre parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont dormi par terre sur la natte une semaine. Après, ils ont acheté les matelas. Matelas au sol. Parce qu'il fallait acheter d'abord les réchauds. Elle avait des cadeaux de mariage. Il y avait des cuillères, des casseroles et tout ça. La vaisselle, ce n'était pas un problème. Sa maman l'avait dépanné avec des pilons, des choses comme ça. Donc, elle est partie au mariage des souffrances. Juriste, l'homme ne travaille pas. Ok. Quand ils restent chez eux 1 mois, le papa de Lynn vient. Il les invite au restaurant. Il fait asseoir Marius. Il dit, tu vois, Lynn, c'est ma fille aînée. Lynn, c'est une fille très intelligente. C'est un enfant qui m'a honorée. C'est un enfant qui sait garder. Je ne peux pas laisser ma fille souffrir comme ça. Marius, dis-moi exactement ce que toi, tu sais faire dans la vie. Oh, papa, moi, comme je suis là-bas, je peux faire des taxis. Moi, je peux vendre des voitures. Moi, je peux faire le commerce des poissons. Moi, je peux faire. Il avait beaucoup de projets. Il a sorti ça à son beau-père. Son beau-père lui dit, tu vois comme je suis là, je viens de prendre un crédit de $5 000 pour toi. Pas pour Lynn, parce que Lynn travaille. C'est toi l'homme. Moi, ça ne m'arrange pas que ma fille soit avec un homme qui ne fait rien dans sa vie. Donc, toi l'homme, pour que moi je sois apaisé, il faut que tu t'en sortes. Tu es mon beau-fils, donc tu es mon fils. Je vais te donner un coup de pouce. Je ne t'ai pas dit que rembourse-moi. C'est l'argent que je vous donne. Rembourser, tu vas rembourser, c'est à ma fille. Avec l'amour, le respect, construire une vie avec elle, fructifier cet argent, sois un homme. Prends la responsabilité de ta famille, qui est ma fille. Le papa a pris les $5 000. Il a prié. Il a pris la donné à Marius. Lynn a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer parce que son papa, c'est un papa qui a un bon cœur. Lynn a pleuré. Marius, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Merci, papa. Ils sont rentrés avec $5 000. Marius a dit, OK, dans les 5 000 là, je te donne combien? Lynn, comme c'est une bonne fille, elle a dit, Marius, papa a dit, il ne m'a pas donné. Il t'a donné à toi, mon mari. Tu veux que je prenne encore 500 ou je prenne 2 000 dedans? Comme ça que tu fais le business, ça ne marche pas. Tu vas dire à papa que non, c'est parce que tu m'avais donné. Marius, garde les 5 000, va faire le business. Chérie, tu veux faire quel business? Après réflexion, j'ai décidé que je vais faire le business des poissons. Tu vois, les poissons là,
c'est à côté de ma ville où moi j'ai grandi. Donc, si sa ville est à 30 km, les poissons, c'est à 20 km de Mombasa. OK? Donc, là-bas, je vais acheter, je vais vendre, je vais faire, je ne sais pas quoi, si c'était des poissons congelés ou on ne sait pas, mais il voulait faire les poissons là-bas. C'est ça le business que lui, il a trouvé. OK, moi, je te fais confiance. De toute façon, on se bat dans la vie. Moi, je suis là, je tractionne ici, je travaille. Toi, tu fais les poissons. OK, chérie, OK, chérie. Marius est parti, s'est installé là-bas, il a pris une maison. Il a commencé à faire les poissons. Tout l'argent des poissons, c'est l'argent de Marius. Marius a acheté la voiture. Là où il habite à 20 km. Lynn est restée à Mombasa, sa femme seule, dans la maison. Marius vient de temps en temps parce que sinon les poissons vont pourrir. Maintenant, elle travaille du lundi au vendredi. Soit elle doit aller voir Marius à 20 km. Mais tu ne peux pas aussi aller tous les week-ends. C'est qu'elle vit. Sa maman lui a dit, ma fille, viens prier. Donc, il y a des week-ends, elle doit rester pour aller à l'église. Il y a des week-ends, lui, il a la bonne idée de venir. Donc, avec son mari, ils ont commencé à se voir parfois des week-ends, le mois, des choses comme ça. Elle a dit, je serre les cœurs, j'ai pris, nous sommes en train de nous construire. On a évolué, maintenant il a une voiture, il vient en voiture et tout. Quand il vient dans la voiture, il la prend, il la monte et tout ça. Lynn est toujours femme de prière. Lynn espère toujours sur Marius. Mais elle a compris que non, Marius, il voit quand même l'argent. Il a commencé à bien s'habiller, mais elle n'a pas d'habit. Quand il vient, il ne lui donne pas l'argent. Marius, toi tu viens, oh mais je paye les loyers, toi aussi paye les loyers, paye l'eau, paye tout ça. Elle dit, l'argent en fait que je travaille, c'est comme c'est pour me supporter moi. C'est que je dois payer la maison, je dois me prendre en charge. Toi, l'argent que tu travailles, tu t'achètes des habits, tu as une voiture, et tout ça. Toi, tu vis ta vie. En fait, moi, je vis ma vie. Mais nous sommes mariés. Oh non. Pour le moment, on s'est construit. Je suis en train d'organiser l'argent pour qu'on crée une famille. Tu connais nos projets. Pendant toute cette période-là, ils sont en train de fuir la grossesse. Ils sont en train d'éviter la grossesse parce que Marius ne veut pas. Lynn serre les cœurs. Maintenant, imagine en Afrique, tu es marié, tu n'accouches pas. Les gens pensent que tu es stérile. On ne pense pas que Marius a un problème. On pense que toi, la fille du bishop, tu es stérile. Les critiques se sont accentuées. Elle a porté sur elle. Elle fait confiance à Marius. Marius est parti. Une fois il est venu, elle n'avait pas l'argent d'un niveau que on ne sait pas ce qu'elle avait fait avec son argent. Elle dit à Marius que j'ai mal au ventre, j'ai mes périodes. Est-ce que quand tu es en train de venir là, tu peux m'amener les garnitures? Il dit qu'il n'a pas l'argent. Marius, toi, tu as fait une semaine là-bas, tu as vendu les poissons, tu es en voiture. Je te demande de t'arrêter à la boutique, venir avec... Il a dit qu'il n'a pas. Le jour-là qu'il lui a dit qu'il n'avait pas l'argent pour la garniture, qui coûte peut-être 2 €, il s'est dit donc, ce garçon ici, les 5 000 que papa lui a donnés, il a multiplié, donc c'est devenu pour lui, même les garnitures de 2 €. Il ne peut pas m'acheter. Moi, ici, dans cette maison, je paye mon loyer, j'ai fait tout moi-même. Donc, le mari ici, il me sert à quoi? Elle dit que c'était sa première angoisse depuis qu'elle était mariée. Elle regarde Marius. Quand Marius vient, il est toujours mécontent. Vu qu'elle aussi, ça ne lui plaît plus, elle commence à se plaindre. Ça devient des problèmes. Ça devient les problèmes. Elle dit, Marius, c'est comme si on n'est pas marié. Le jour qu'elle lui a dit ça, il a dit, si tu considères qu'on n'est pas marié, c'est mieux qu'on se sépare. Comment ça qu'on se sépare? Toi, tu es parti chercher l'argent pour lui dire non, non, parce que moi, je cherche l'argent. Toi, tu me dis, c'est comme si on n'est pas marié. Alors, c'est mieux qu'on se sépare, comme ça, on ne sera pas marié. Tu joues avec moi. Vous voyez, quand quelqu'un te cherche des problèmes, c'est ça que Marius lui faisait. Il n'y avait pas la paix dans son couple. Pourtant, elle priait pour son couple. Il part. Il fait 4 mois, il ne vient plus. Quand il veut venir, il dit que lui, il est parti dans son village, à 10 km. Il a commencé à fuir Lynn. Lynn a vu que ça, ce n'est pas le mariage. On ne s'était pas convenu comme ça. À cette période-là, son cousin Hugo, avec qui il ne s'entendait pas, Hugo aussi s'était marié. Hugo s'est marié à une femme, soi-disant, que lui-même il disait très, très impolie. Elle, maintenant, comme elle n'avait pas de mari sur place, ça veut dire qu'elle vivait beaucoup avec des gens de sa famille. Elle, cette fille-ci, Lynn, elle aimait bien la femme de Hugo. Elle trouvait que c'est Hugo qui avait un mauvais caractère. Comme elle et Hugo ne s'entendaient pas depuis l'enfance, donc elle racontait les choses de l'enfance à la femme de Hugo. Et la femme de Hugo, une fois dans la discussion, elle lui a dit, c'est pour ça que Lynn m'avait dit que quand tu étais petite, tu avais fait comme ça, comme ça. Hugo s'est fâché. Il est venu suivre Lynn chez elle. Qu'est-ce que toi, tu as dit à ma femme? Tu viens raconter à ma femme des choses du passé. C'est pour qu'elle en fasse quoi? Patati, patata, prise de tête. Hugo est parti très fâché.
on ferme cette parenthèse-là. On revient à Marius. Marius est parti 4 mois. Quand Marius revient dans la famille, les parents sont fâchés, ils sont indignés. Le garçon, c'est un voyou, c'est un voleur, papa a tout fait. Les petits frères sont fâchés, tout le monde est fâché contre Marius. Lynn a la pression. Quand Marius revient après 4 mois, elle lui dit que ton comportement est inacceptable. Papa commence à regretter pourquoi il t'a donné les 5 000. Il lui a dit, hein, ton papa n'a pas à regretter, je lui ai enlevé la honte. J'ai épousé sa fille. Tu n'avais pas vu comment il parlait au mariage. Je t'ai épousé. Je lui ai enlevé la honte. Il dit, quelle honte, Marius? La honte de la dette de $800. De $800, ok. Comme ma dot n'avait pas de valeur, à partir d'aujourd'hui, le mariage est terminé. Attends qu'on divorce, je pars chercher la dot qui a la valeur pour que tu te rendes compte que je t'avais épousé. C'est parti de rien. De rien. Marius est parti déposer les papiers de divorce à la mairie. Lynn ici que vous voyez, elle était dépassée à un niveau que elle s'est dit que ce garçon ici, il a un autre problème ou quoi? Les parents de Lynn ont dit, ce n'est pas normal. Il faut que tu ailles au village, aller voir sa maman pour parler avec lui. Ok. Lynn décide d'aller voir la maman de Marius. Elle part par surprise, à pied levé. Quand elle arrive là-bas, dans le village de Marius. En fait, Marius, il est marié. Marius a une femme et des enfants. Mais une femme qu'il avait épousée coutumièrement. Une femme qui sait qu'il est marié à Lynn. Une femme qui sait que Lynn, c'est leur travailleur. Et la femme-là, elle habite avec la maman de Marius. C'est parce que Marius est marié que sa famille avait refusé de l'accompagner. À un deuxième mariage, parce qu'il savait qu'il fait des aventures. Quand tu fais des aventures dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à t'accompagner. C'est pour ça qu'ils étaient venus à toi. La maman, qu'est-ce qu'elle va faire? On lui a imposé. Tu ne peux pas dire non. Donc, cette maman-là, c'est une maman qui évitait Lynn. C'est Lynn qui l'appelait, qui gardait contact avec elle. Mais elle ne cherchait pas Lynn. En tout cas, ça s'est très mal passé. C'est comme ça que Lynn rentre très déçue. Elle comprend pourquoi il a déposé la demande de divorce. Elle est terrifiée. Elle part raconter aux parrains. Les parrains convoquent Marius. Marius ne vient pas. Et tout ça, en tout cas, le papa était indigné. Il lui a dit de divorcer. Comme il ne veut pas, c'est un voyou. Il faut divorcer. Tout le monde, vraiment, ça fait le choc dans la famille, dans la ville. Tout le monde critiquait Lynn, Lynn. Lynn habitait chez elle toute seule. La honte là, Lynn a sombré en dépression. Les parents ont dit, tu cancelles cette maison-là, tu rentres à la maison, tu viens vivre chez nous, il n'y a pas question de honte, viens à la maison. Lynn est rentrée chez eux. Donc, elle est partie faire seulement un tour de 2 ans dans un mariage où il ne s'est rien passé au final. Quand elle rentre chez eux, en tout cas, ça se passe très mal pour elle, elle a des soucis, elle ne s'en sort pas au travail, elle est stressée et tout. La femme de Hugo, son cousin, elle était enceinte de Hugo. Du coup, ils se prennent la tête. Hugo l'étrangle. Il tape sa femme, non? Vous voyez les Africains, il tape. Il trouve que les coups, ça ne suffit pas. Il attrape la femme, il la met au cou, il l'étrangle. Elle crie, oh Hugo, pardon. Ne me tue pas. Hugo lâche. Très fâché. Hugo sort. Ah, la fille a pleuré. Elle a appelé Lynn. Comme elle cause bien. Lynn, tu es où? Ton cousin veut me tuer ici. Lynn a couru. Avec ses problèmes, elle est partie consoler une autre qui a des problèmes. Quand elle arrive là-bas, elle lui explique la scène. Lynn dit non. Hugo exagère, je vais l'attendre. Lynn décide d'attendre Hugo. Quand Hugo vient, elle le ramasse. Laisse la fille d'autrui. Si tu ne veux pas, libère-la. Vous êtes comme ça. Vous exploitez les filles. Prise de tête. Hugo, très fâché, il a chassé Lynn. Il lui a dit, si tu remets encore tes pattes ici chez moi, tu te mêles encore des affaires de ma femme, Lynn, tu vas regretter ce que je vais te faire dans la vie. Tu ne vas rien me faire. Lynn est rentrée chez eux. Le monsieur là qui avait épousé Lynn, Marius, il demande sa dot back. Il veut qu'on lui rende ses $800 qu'il avait donné à la dot. Déjà, la dot n'était pas complète là. Il vient demander les $800. Lynn était indignée. C'était vraiment la goutte de trop. Comment un homme peut t'épouser, il t'épouse avec des miettes et puis il vient demander ses miettes. Tout ça, là, ce sont des sujets de critique pour qu'on critique Lynn dans sa vie. Ça l'a vraiment dérangé. Ça l'a dérangé. Elle a insulté Marius. Donc, elle a craqué. Elle a eu au téléphone. Elle lui a dit,
4 vérités. Ils se sont pris la tête. Il a dit, hein, si jusqu'au week-end, il ne voit pas ces 800 $, elle va regretter. Lui, il va quitter sa ville là où il habite, là où il travaille à 20 km. Il viendra chercher son argent. Les parents ont entendu tout ça. Ils ont dit, dis à Marius de venir prendre son argent à la fin du mois. Il ne viendra pas prendre son argent comme ça à main. Il doit venir avec ses parents, même avec son oncle, qu'on parle, qu'on reconnaisse qu'on a remboursé la dot. C'était la dot, ce n'est pas l'argent des poches. Ça ne se donne pas comme ça. Vous voyez les papas aussi avec leurs longues coutumes. Pourtant, les papas avaient les 800 $. Lynn a transmis les messages. Marius s'est fâché. Il a dit, il n'a aucune famille à ramener là-bas. Il veut son argent, c'était son argent. Son oncle et sa maman n'avaient rien mis. Eux tous, ils sont conscients que c'était son argent. Il veut son argent. Et papa a dit, il n'y a pas de famille, je ne te donne rien. Parce que là, tu exagères dans les manques de respect. Tu veux venir que moi, je sorte 800 $ de ma poche, je te donne, toi, tu prends, tu mets dans ta poche. Parce que tu t'es venu jouer avec l'enfant de qui le pasteur s'est fâché. Marius a dit, ah bon, vous jouez avec moi. Marius, comme il sait que Hugo ne s'entend pas avec Lynn, il a téléphoné Hugo. Il a expliqué son problème à Hugo, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et Hugo n'aime pas Lynn, parce que Lynn se mêle de ses affaires, elle était venue parler pour sa femme. Lynn dit, ce matin-là, elle s'était réveillée, elle ne partait pas au travail. Du coup, sa maman lui dit, est-ce que tu peux aller? Elle dit, chez eux, il y avait la grande maison, mais tu vois, il y a toujours comme un cagibi dehors qui fait un peu genre cuisine, où on garde des choses qu'on n'utilise pas peut-être tout le temps. Sa maman lui dit, ta petite soeur est un peu malade, est-ce que tu peux aller dans les cagibis là, mais prendre la cafetière? Je vais lui faire, si c'est des thés, si c'est quoi qu'elle voulait lui faire, comme remède, hein, pour que sa petite soeur se sente mieux. C'est comme ça que Lynn, elle dit, quand elle s'est levée de la maison, elle a eu un mauvais pressentiment. Bon, elle sort, c'est le matin. Elle sort, elle part là-bas, elle prend la cafetière. Elle commence à rentrer. Quand elle est dans les trucs prendre la cafetière, elle entend des pas derrière elle. Elle prend la cafetière. Dès qu'elle ouvre la porte comme ça pour sortir, elle voit son cousin Hugo. Hugo qui est debout devant elle, il a comme un gobelet. Il lui renverse ça. Elle a dit, ah, c'est quoi? Elle pensait qu'il m'a jeté du thé, il m'a jeté de l'eau chaude, il m'a jeté... Ça l'a pris là. Elle a crié. Quand elle a crié, elle a couru dans la maison. Lui aussi, Hugo, il a fui. Il est sorti de leur parcelle parce qu'il habitait là-bas, pas là-bas. Il est sorti, il est parti. Quand il entre dans la maison, il crie. C'est quoi? Ah, maman, Hugo m'a renversé de l'eau chaude. Ça m'a dit de l'eau chaude comme ça et tout ça. Sa maman l'a dit, tout ça, les papas, c'est quoi? Oh, Hugo lui a jeté de l'eau chaude. Maintenant, elle n'a pas compris que son habit s'est froissé, le vêtement qu'elle portait. Ça s'est froissé. Le papa dit non. Regarde comment ta peau a fait. On part à l'hôpital. Ils ont dépêché Lynn ici. Je vais vous mettre sa photo. Quand ils arrivent à l'hôpital, regardez Lynn comment on l'a fait. La personne qui lui a renversé l'acide, c'est Hugo. Hugo, son cousin qui avait sa colère, parce que déjà, elle s'était mêlée des choses qui ne regardent pas. Elle avait défendu sa femme que lui, il battait. Elle parlait trop. Donc, Hugo, il avait parlé avec Marius, qui voulait son argent. Marius, on ne sait pas s'il a donné de l'argent à Hugo ou il a seulement convaincu de prendre l'acide d'aller jeter à Lynn. C'est comme ça que Lynn ici a été brûlée. Elle a dit que c'était à 40 degrés. Elle a été brûlée jusqu'à sur la poitrine, un côté de la poitrine, toute la poitrine, mais un côté du sang. Donc là, quand vous la voyez, on a déjà fait des reconstructions. On a déjà pris les peaux à gauche, les peaux à droite, les peaux par-ci, les peaux par-là, pour coller sur les visages, tellement que la peau était abîmée. Elle a fait 1 an à l'hôpital, brûlée comme ça, parce que Marcus a organisé. Regardez ce monsieur qui l'a fait passer de ça, la jolie fille qui sourit là, à ça. Regardez ce qu'il a fait des lignes. Et une ligne qu'il a attendue pendant 7 ans. Une ligne qu'il a maltraité 2 ans de honte. Dans l'église, dans les quartiers, partout. Pour la remercier, il lui renverse de l'acide organisé par son cousin. Lynn n'en revenait pas. Elle a fait des dépressions. Une fille qui est juriste, qui se retrouve comme ça, en train de courir derrière un vaurien qui ne travaille pas au Kenya. Le fait de l'avoir brûlé là, le garçon là n'a plus jamais demandé ses 800 $. Ses parents n'ont rien compris. Ses parents étaient indignés. Indignés.
Ils se sont demandé, les garçons, si tu l'avais trouvé où? Les garçons, s'il y avait les frères à l'église. Les garçons, ce n'était pas l'attaque de l'ennemi. Les garçons, ils sont venus faire quoi dans notre famille? Elle dit, elle, sa souffrance, ses parents en ont souffert peut-être plus qu'elle. Son père était malade. Il dit, toute la bonne volonté et la foi que j'avais, j'ai donné mon argent à ton mari que tu as ramassé dans la rue. Regarde ce qu'il a fait de toi. Il t'a brûlé pour 800 dollars. Mais tu es une femme qui était partie au mariage, même si tu n'as pas eu d'enfant. Comme tu me dis que c'est parce qu'il ne voulait pas. Maintenant, les 800 dollars là, ça valait ta vie. Donc, quand il avait donné 800 dollars de dot, pour lui, c'était suffisant. Le papa a pleuré, le papa a regretté. Mais il a dit, il est un homme de Dieu. Il ne peut pas le maudire. Que Dieu seul se charge de lui. Que Dieu se souvienne de son serviteur. Que Dieu se souvienne de sa bonne volonté. Parce que ce que sa fille vit, elle ne le mérite pas. C'est l'histoire de Lynn. Lynn ici n'a jamais remboursé 800 dollars. Lui, le garçon là, il vit avec sa femme dans son village. Il est resté avec la voiture et l'argent de business que le beau-père lui a donné. Cette histoire est tellement blessante, poignante, surtout quand on regarde Lynn ici, qui sourit comment elle était et comment on l'a fait devenir. Regardez ce qu'on a fait d'elle. Hein? Regardez comment le garçon ici a brûlé Lynn sans pitié. Sans pitié. Tout ça pourquoi? Parce que c'était une fille naïve. Tout ça parce qu'elle avait cru au premier aventurier. Tout ça parce qu'elle avait fait une confiance aveugle. C'est une erreur que beaucoup de femmes font parce qu'elles sont amoureuses. Elles comprennent l'homme. Ah, dans la vie, il faut aider un homme. Bien sûr qu'il faut aider un homme. Bien sûr qu'il faut aider son mari. La femme, c'est une aide. Mais il y a des niveaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas aider l'homme à faire. On ne peut pas aider un homme à t'épouser. On ne peut pas aider un homme à financer le mariage, à payer le loyer. On ne peut pas aider un homme à faire tout ça là. Que l'homme prenne la maison, d'accord. Vous habitez. S'il y a des retards des loyers, que tu as quelque chose, tu peux donner. Mais toi, tu ne peux pas prendre l'argent. Tu vas emprunter, aller prendre un loyer pour que toi, tu aies vivre avec cet homme-là. Elle lui avait donné la vie sur un plateau pendant que lui, il était marié. Il lui mentait. Il n'avait jamais de l'argent parce qu'il devait supporter sa femme et ses enfants. Pourquoi il avait pris cette fille à 17 ans? Pourquoi? Il a fait 7 ans avec elle. C'était quoi le but? Vraiment, cette histoire est vraiment poignante et dure. Elle est vraiment une histoire qui... On ne comprend pas l'être humain. On ne comprend pas l'homme, on ne sait pas jusqu'à quelle méchanceté, à quel point l'être humain peut aller. Est-ce que vraiment on doit continuer à faire confiance aux gens? Quelqu'un avec qui tu as fait 7 ans, que tu as envie de te marier avec. Quand vous décidez finalement, il te montre l'enfer. Ce garçon lui a abîmé sa peau pour rien. Oh non, c'est pas pour rien. Pour 800 dollars. 800 dollars. Les cheveux qu'elle a là, ce ne sont pas ses cheveux. C'est un côté, c'est ses cheveux. L'autre côté, c'est les mèches qu'elle a achetées sur Internet. Parce que au bas de l'œil là, quand vous soulevez ses cheveux, c'est la tête qui est vide. Comme on dit chez nous, Kourou. Il n'y a rien en bas de ses cheveux. C'est ça son modèle de tous les jours, son modèle préféré. Elle dit, elle a fait des prières de demander à Dieu de prendre son âme. Mais des prières comme ça n'aboutissent pas. Elle a eu des prières quand les gens viennent prier pour elle. Dans son cœur, elle dit, Dieu, je ne peux pas seulement mourir. Elle a fait des dépressions. Cette fille a été brûlée qu'en 2002, l'année passée. Donc là, même quand elle est en train de témoigner, elle a encore dépassé. Elle a encore dépassé. Elle n'a même pas encore repris vraiment le travail parce qu'elle ne réalise pas que c'est sa nouvelle vie. Elle a un œil abîmé, l'œil du côté où elle est brûlée, parce que quand il lui a jeté l'acide, elle le regardait, les yeux étaient ouverts. Donc il lui a abîmé un œil. Elle ne voit pas d'un côté, juste parce qu'elle avait aimé la mauvaise personne. C'est vraiment terrible cette histoire, ça fait vraiment mal au cœur parce que c'est une fille qui méritait d'avoir une très belle vie. C'est la fille d'un vrai serviteur de Dieu qui a l'amour du prochain. C'est la fille d'un papa qui voulait se battre pour que sa fille réussisse. Un papa tellement il a aimé Lynn, il a même toléré qu'on lui donne le tiers de la dot parce qu'il voulait que sa fille soit heureuse. Mais regardez ce qu'elle est partie tomber.
un monsieur qui ne l'a pas mérité. Alors aujourd'hui, elle s'en veut, elle se dit, j'aurais dû aimer à l'église. J'aurais dû aimer qui? J'aurais dû. Mais les j'aurais dû aujourd'hui n'ont plus d'importance parce que elle, sa vie, en tout cas, sa peau est abîmée. On ne peut pas mettre un point final à sa vie, mais elle n'a plus de peaux, des belles peaux. C'est juste sa triste histoire. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à écrire au bas de l'émission parce que vous savez, on aime échanger, donner nos points de vue. Donnez vos points de vue sur l'histoire de cette fille forte, cette fille qui a eu le courage de raconter sa vie sur les réseaux sociaux pour éveiller une femme, pour dire à une femme qu'il y avait des signes, mais que l'amour, elle ne sait pas si c'est l'amour qui avait bandé ses yeux, mais elle était consciente que ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Elle avait trop d'engagement, trop de charges sur lui. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience et votre présence sur la chaîne. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.